Nous sommes avec François-Michel Lambert. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Avant de vous laisser avec Adrien Hardy, je vais rapidement retracer votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément. Vous êtes né en 1966 à La Havane, à Cuba. Vous vous engagez politiquement dans le mouvement écologiste après le sommet de la Terre de Rio en 1992. Vous êtes élu député en 2012 dans le cadre de l'accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. En 2017, vous vous rapprochez d'Emmanuel Macron et êtes réélu député avec le soutien de La République En Marche. Vous quittez LREM un an plus tard pour cofonder le groupe Liberté et Territoire. Et en 2020, vous devenez coprésident du parti LEF Liberté, Écologie, Fraternité, formation écologiste au centre de l'échiquier politique. Voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, François-Michel Lambert, je vous laisse avec Adrien Hardy. François-Michel Lambert, vous souteniez Christiane Taubira avant qu'elle se retire. C'est une déception qu'elle se soit retirée, justement. Cette présentation me proposait d'intervenir ce soir. C'est une déception à plusieurs titres. D'abord, la démarche. C'était une démarche dynamique autour de la primaire populaire. Après, on sait que les dirigeants de la primaire populaire se sont déchirés assez vivement. C'était une démarche qui mobilisait énormément de jeunes. Ça, je l'ai pu le constater à la primaire populaire, mais aussi lorsque Christiane Taubira allait de réunions en meeting et sur les rendez-vous et les marchés. Et puis, c'était aussi une démarche d'une personnalité portant des valeurs fortes, affirmées, avec une vision, une expression qui nous manque terriblement, surtout après la présentation hier d'Emmanuel Macron, le candidat, de son projet. C'était vraiment une bonne idée. C'était vraiment une bonne idée, justement, cette primaire populaire. Quand on connaît comment l'histoire se termine, on peut dire que c'était une mauvaise idée. Mais quand on regarde ce que cela voulait dire et que l'on se remémore ce que moi j'ai soutenu à Marseille, je rappelle que je suis le premier parlementaire extrêmement tôt à soutenir la démarche du printemps marseillais qui dit arrêtons de nous mettre sur la figure, voyons que ensemble nous pouvons gouverner, nous devons donc gagner cette ville ensemble et non pas perdre encore une fois séparés. C'est ce qui s'est passé. Pas un sondage, pas une personne ne croyait que le printemps marseillais, des socialistes, des gens d'une plus extrême, des personnes de la société civile, personne ne croyait qu'ils pouvaient gagner Marseille. Depuis, ils ont gagné Marseille. Depuis, ils ont changé de profondeur. Et c'est ça qui est important, parce que plutôt que de partir séparés, sachons communiquer, travailler ensemble, coopérer. C'est ce que je pensais et espérais de la primaire populaire. Malheureusement, on voit le résultat aujourd'hui. Chaque écurie préfère rester dans son coin plutôt que de travailler en collectif. Sur votre compte Twitter, vous vous dites écologiste. Est-ce que vous êtes en accord, avec les propositions de Yannick Jadot ? Alors, moi, j'ai adhéré à un parti écologiste en 1992 et mon parcours n'a jamais quitté le monde de l'écologie. J'étais dans une écologie de centre-gauche, je rappelle, autour de Brice Lalonde, qui était ministre de François Mitterrand. Et à ce moment-là, tu rejoins Génération Écologie première année. Puis, est-ce qu'en tant qu'écologiste, vous êtes d'accord avec les propositions de Yannick Jadot ? Non. Qu'est-ce que c'était que Génération Écologie ? Qu'est-ce que c'était les Verts ? Moi, j'étais dans l'équipe de Noël Mamère. Qu'est-ce que nous portions comme projet ? Nous portions un projet de société. Nous exprimions non pas des mesurettes, je vais être très dur, sur François-Michel Lambert, est-ce qu'il faut du vrai foie gras, du faux foie gras. François-Michel Lambert pour la présidentielle. Quel est le pour la présidentielle, François-Michel Lambert, le candidat écologiste, c'est Yannick Jadot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propositions, oui ou non ? La question, elle n'est pas, c'est le candidat écologiste. C'est le candidat du pôle écologiste, mais c'est pas le candidat écologiste. Christiane Taubira. Est-ce que vous êtes en accord avec ses propositions ? Anne Hidalgo aussi. Et on ne peut pas nier qu'elle a participé à la transformation, à l'accélération des modèles. Donc, ne me demandez pas si le seul et unique écologiste qui existe dans cette présidentielle, c'est Yannick Jadot. C'est une forme d'écologie sur laquelle je pense qu'elle a glissé vers trop de radicalité qui fracture la société, alors que l'écologie, telle que moi je la vis depuis que je suis engagé en politique, c'est de rassembler autour d'un projet de société dans lequel les limites planétaires font partie
du projet, mais aussi l'enjeu de quelle est la société humaine dans laquelle nous voulons. Par exemple, la question du temps de travail, par exemple la question des personnes en difficulté, par exemple la question des relations internationales. Ce sont toutes ces dimensions que portent très très justement d'ailleurs les Grünen en Allemagne. Bon, finalement, François-Michel Lambert, c'est plus Grünen en Allemagne que François-Michel Lambert, ELV qui est réellement votre candidat à la présidentielle depuis que Taubira s'est retiré? Je n'ai pas particulièrement un ou une candidate à la présidentielle. Si je pouvais écrire tout à la fois Yannick Jadot, Anne Hidalgo et peut-être une partie de Fabien Roussel, je l'écrivais, peut-être même une partie de Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Mais il y a un seul poste de président de la République. Ça m'appartiendra et je fais le 10 avril mon choix. Je ne veux pas participer à fracturer plus encore. Que ce soit extrêmement clair. Le résultat, c'est que nous aurons une destruction de la France et aucune atteinte, voire un recul sur les objectifs par rapport aux limites planétaires, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient biodiversité, qu'elles soient épuisement des ressources, qu'elles soient pollution plastique. Donc c'est pas désigner l'un l'autre, c'est pas soutenir l'un l'autre. Aujourd'hui, je leur dis, comme le dit Benoît Payan, je dis, je ne veux pas être derrière un ou une candidate qui finalement ne joue que sa petite écurie et non pas l'intérêt global. Est-ce que c'est la faute de Yannick, de Anne, de Fabien, de Jean-Luc? Je ne sais pas. C'est encore la faute de nos systèmes et de nos partis qui ne savent pas se mettre autour d'une table et dire nous devons travailler ensemble. Vous auriez donc voulu que la gauche s'allie pour la présidentielle? J'avais participé, j'avais soutenu, j'étais présent parce que Yannick Jadot, et malheureusement il n'a pas pu poursuivre parce qu'on lui a mis une primaire en interne de l'écologie, donc il a dû arrêter la démarche qu'il avait initiée il y a juste un an, où il mettait autour de la table tous ceux qui faisaient gauche et écologie. Je crois que la France Insoumise ne voulait pas venir, mais tous les autres venaient, le Parti Radical, le PS, les Verts, Génération Écologie, l'EF et d'autres mouvements, une quinzaine de mouvements étaient autour de la table et nous commencions une démarche, la même que le printemps marseillais. Or, l'appareil politique des Verts a dit non, toi tu vas passer par une primaire interne qui va peut-être te désigner ou pas, mais ta démarche de vouloir discuter avec les autres, ce n'est pas la nôtre. Eh bien moi je dis, leur démarche de le pur vert à la campagne plutôt que la capacité à créer du collectif, ce n'est absolument pas mon engagement depuis 30 ans maintenant. François-Michel Lambert, aujourd'hui la gauche est clairement spectatrice de la présidentielle. La gauche est terriblement spectatrice et surtout elle est terriblement responsable de ce qui va advenir à ce pays et que les leaders tels qu'ils ont mené cette campagne de la présidentielle et qu'ils sont en train de mener sur les législatives, parce que chacun se dit on va aller dans toutes les circonscriptions de France et puis on va voir celui ou celle qui va arriver en tête, quitte à ce qu'il finisse 3e ou 4e de la circonscription et donc qu'il ne soit pas... François-Michel Lambert... Si nous n'avons pas de députés, qui défendent les acquis sociaux... François-Michel Lambert, on vous entend mal. Écoutez, on va vous reprendre juste dans un instant. Vous restez avec nous. On a quelques problèmes de connexion, mais évidemment, vous restez avec nous. La Zone Paul continue. Zone Paul. Nous sommes toujours avec François-Michel Lambert et évidemment Adrien Hardy. Vous abordez à présent le conflit en Ukraine qui dure depuis 3 semaines. De nombreux Ukrainiens fuient le pays à cause de la guerre. François-Michel Lambert, est-ce que la France doit accueillir tous les réfugiés ukrainiens ? Oui. Je suis porteur d'une résolution pour la régularisation des sans-papiers, surtout après la pandémie. On a vu leur place et leur rôle dans notre société. Aujourd'hui, ils travaillent, mais ils sont toujours au banc de notre pays, au banc de la France. Alors, vous imaginez bien que les réfugiés d'où qu'ils viennent, et pas à commencer, tout autant ceux qui viennent d'Ukraine que ceux qui viennent d'ailleurs, nous devons les accueillir, nous pouvons les accueillir. D'ailleurs, je rappelle que des pays de l'OCDE, ils sont nombreux, c'est une 30aine de pays de l'OCDE, la France est classée dernière sur les 10 dernières années, dernière en termes de ratio de réfugiés accueillis par rapport à sa population. Nous sommes les plus mauvais au sein de l'OCDE pour accueillir des réfugiés. Donc ça concerne évidemment les Ukrainiens, mais comme tous les autres. Et donc il est peut-être temps d'essayer de prendre notre part, mais nous ne prenons absolument pas notre part et nous devons porter aux autres pays
l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Norvège. Il faut accueillir tous les Ukrainiens. Mais la France, elle accueillera tout ce qu'il faut accueillir. Ils vont pas tous venir en France. L'Union européenne avec le Royaume-Uni, c'est 500 millions d'habitants. La France, c'est 65 millions d'habitants, 60 millions sur le seul continent. Donc, on voit qu'on représente 12% de la population, au Royaume-Uni compris. Donc, est-ce que c'est 12% que nous devons accueillir? En tout cas, pour l'instant, nous sommes les plus mauvais sur les 10 dernières années de l'OCDE en termes d'accueil de réfugiés. Et ça, il faut le rappeler. Et évidemment, les Ukrainiens, mais il y a d'autres qui fuient. Je rappelle qu'il y a une catastrophe en Éthiopie, Érythrée. Il y a une autre catastrophe au Yémen. Il y a toujours des combats en Syrie. Moi, je fais beaucoup de visas pour faire venir des Syriens. Et il y a les Afghans. Nous avons à comprendre que le monde est en train de bouger. Il faudra aussi apporter des réponses. Pourquoi ils seront François-Michel Lambert, mis à part l'accueil des Ukrainiens, quelle aide faut-il apporter concrètement? Faut-il leur apporter? Moi, je suis toujours à me questionner sur la question de quelle est la bonne démarche que nous devons mettre en œuvre, et notamment en termes de paix. Tout ce que nous devons apporter aux Ukrainiens sur place, s'entend, doit participer à la paix. Alors, est-ce que c'est des armes? Peut-être, au début, on nous a parlé des armes de protection, genre des gilets pare-balles ou d'autres, ou des systèmes peut-être de détection, de lancement de missiles, etc. Mais si nous ne prenons pas le chemin de la paix, nous resterons continuellement en guerre. Et justement, l'envoi d'armes, c'est pas vraiment la paix. Est-ce que c'est l'envoi d'armes et de missiles et d'argent pour militariser le pays? C'est pas justement s'éloigner de la paix? Jean Jaurès disait on ne résout pas la guerre par la guerre. Après, à partir de là, comment on avance? Est-ce que il ne faut pas envoyer d'armes? Je pose toujours des questions. J'ai conscience que les Ukrainiens ont besoin de ces armes et pour conserver leur pays, pour être debout, pour être vivants, pour protéger les femmes, les enfants, etc. Mais à nous de comprendre, de savoir que nous ne gagnerons pas la guerre par la guerre, comme disait Jean Jaurès, mais nous gagnerons la guerre par la paix. Et cette paix, il faut participer, trouver un chemin. Je vois aujourd'hui que c'est plutôt Israël et la Turquie qui sont en train de dessiner des chemins vers cette paix. Peut-être qu'il faut soutenir Israël et la Turquie et discuter avec eux pour voir comment nous pouvons aider à cette paix, parce que je crois que Poutine ne souhaite absolument pas dialoguer avec les États-Unis, évidemment, ni l'Union européenne, ni Emmanuel Macron. La paix passe en partie par la diplomatie, mais est-ce que la diplomatie aujourd'hui dans ce conflit, elle suffit vraiment? La diplomatie n'est jamais suffisante tant que la paix n'est pas atteinte. Donc il faut comprendre, trouver comment aller de l'avant. Il y a différentes formes de diplomatie. Nous avons vu dans d'autres conflits que les autorités religieuses ont pu permettre d'atteindre la paix dans d'autres conflits. Est-ce que le patriarche orthodoxe, est-ce que le pape François, est-ce que d'autres autorités religieuses peuvent? Moi, je suis totalement laïque, mais à un moment donné, je ne peux pas nier la place et le rôle de certaines institutions, de certaines structures qui font partie de notre société, comme les religions. Et donc, nous devons avoir cette seule et unique boussole, c'est la paix. Et c'est celle qui arrêtera le massacre d'Ukrainiens, mais aussi le massacre de pauvres airs russes qui se sont retrouvés là où on les a entraînés et où ils n'auraient pas souhaité être, et ils sont pris, si je puis dire, entre deux feux, le feu réel des balles ukrainiennes et le feu de la dictature que porte Poutine actuellement. François-Michel Lambert, les États-Unis et l'Union européenne veulent poursuivre Moscou pour crime de guerre. Ce que fait la Russie en Ukraine, c'est un crime de guerre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Moi, je suis suffisamment âgé pour me souvenir de Timișoara en Roumanie, où un charnier avait été découvert, avait été médiatisé, et des hommes qui avaient les mains entremêlées dans du barbelé avaient été exécutés, et il s'est avéré que ça avait été une mise en scène. Donc c'est pas François-Michel Lambert qui va dire qu'il y a des crimes de guerre en Ukraine de la part des Russes, mais François-Michel Lambert dit pas plus, pas moins, nous devons regarder ce qui se passe en Ukraine comme ce qui se passe au Yémen.
Parce qu'au Yémen, on en est à 300 000 morts. 300 000 morts au Yémen. On va rester sur l'Ukraine, François-Michel Lambert. Non, on va pas rester sur l'Ukraine, vous voyez. Si, l'Union européenne. Non. Alors là, je suis pas d'accord. Non, les morts ukrainiens, les morts yéménites, ce sont des hommes et des femmes et des enfants. Et on va pas faire de différence. Donc, il y a des morts en Yémen. Qu'est-ce qu'on fait? Mon collègue qui est dans mon groupe, Sébastien Nadeau. François-Michel Lambert, je suis totalement d'accord avec vous. On ne fait pas de différence entre les deux. Mais là, aujourd'hui, dans cette interview, si on vous a appelé ce soir, c'est pour parler de la guerre en Ukraine. Donc le souci, c'est que... C'est pour parler des femmes et des hommes qui meurent dans le monde. Et quand vous me parlez des réfugiés ukrainiens, je vous parle de tous les réfugiés. Je vous parle des sans-papiers aujourd'hui qui n'ont accès à rien. Je vous parle de s'ils sont basanés, ils sont rejetés. Moi, je suis là pour le sens humain et non pas pour le sens européen. L'Europe est la puissance qui peut faire que le monde changera demain, mais l'Europe n'est pas le centre du monde, n'est pas le centre des choses et n'est pas notre centre politique. Sinon, vous vous appelez Zemmour ou ses sbires, mais vous m'appelez pas. L'Union européenne a déjà mis en place de nombreuses sanctions économiques vis-à-vis de la Russie. Il y a l'exclusion des banques russes du système SWIFT, par exemple. François-Michel Lambert, il faut plus de sanctions économiques? La question peut se poser de l'efficacité. Moi, je pense que c'est effectivement, ça fait partie des moyens pour aller vers la paix. On voit que il commence à y avoir des tensions en Russie, et comme certains ont pu le dire, ce que nous pourrions nous perdre, notamment une moindre croissance et une inflation, un temps plus difficile, peut-être moins de vacances pour nous parce que nous aurions perdu en pouvoir d'achat. Eh bien, ce n'est rien par rapport à cet outil en termes de conduite vers la paix que peut-être les sanctions économiques. Mais je n'ai pas les capacités à vous dire si c'est SWIFT ou si c'est d'autres systèmes. Ce n'est pas de mon niveau, c'est de niveau évidemment du gouvernement, mais qui doit nous présenter, et vous remarquerez qu'il nous présente rien, qui doit nous présenter dans le détail les choix qui sont pris. Et ça, c'est ce que je regrette. Tout est porté par le président de la République et quelques personnalités, et on est très loin de la démocratie. D'ailleurs, la France a été encore une fois déclassée depuis 2 ans, démocratie défaillante, parce que le président de la République gouverne tout seul, il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas ceux qui ont été élus par le peuple. Il n'est pas le seul à avoir été élu par le peuple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François-Michel Lambert. Je rappelle que vous êtes député Liberté, Écologie, Fraternité de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous étiez notre premier invité dans la zone VIP et je vous remercie vraiment d'être venu. Je rappelle aussi que vous êtes membre de la commission développement durable et aménagement du territoire. Zone Paul.